Merci. Je vais parler de la table pour sauver chaque seconde sauvée est un gain. En fait, je ne veux pas ajouter ou faire double emploi avec l'excellente présentation que notre collègue M. Bernatchez vient de faire. Je voulais simplement orienter mes remarques autour de deux aspects. Les entraves à la diffusion de la recherche, la multiplication des risques associés à la diffusion de la recherche, et notamment de la recherche critique, et les blocages qui découlent des systèmes de diffusion de la recherche qui souvent sont indûment sclérosés. Alors, quelques remarques sur les restrictions à la publication et à la diffusion de la recherche ou des résultats de recherche. Mes exemples vont surtout venir de l'univers de la recherche juridique ou des sciences humaines, parce que c'est là-dedans que je travaille. Et je dis tout de suite que je n'ai pas fait d'études ou d'analyses aussi sophistiquées ou aussi complètes que notre collègue sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment le point de vue d'un chercheur layman là, qui marine là-dedans depuis quelques années. D'abord, le phénomène de restriction à la diffusion de la recherche a été amplifié ces dernières décennies, notamment par l'accroissement de la part relative du financement par contrat versus le financement par subvention. De plus en plus de recherches sont réalisées en fonction de contrats. Et qui dit contrat, donc, dit multiplication des clauses de confidentialité, restriction à la publication de résultats, souvent en faveur des partenaires industriels, droit de regard des partenaires industriels dans certains secteurs. Il y a là des contraintes qui sont significatives à la diffusion des résultats de recherche. Autrement dit, il y a un lien. Plus on même si ça demeure marginal, plus on donne le leadership, comme depuis les 10 dernières années dans les systèmes fédéraux de subvention. Nous, on est en train d'emmener une avec le CIFRIO, et c'est une société de télécommunications qui a le lead. Alors, le CIFRIO et les universitaires travaillent, mais ceux qui sonnent qui tirent les ficelles, ce sont des entreprises privées. Et donc, il y a là des entraves évidentes à la diffusion de la recherche. Il y a d'autres tendances encore plus inquiétantes, les tendances liberticides qui tiennent au fait qu'au Québec, depuis plusieurs années, il est de plus en plus facile, notamment pour les sociétés, pour les entreprises, d'invoquer leur droit à la réputation et traîner devant les tribunaux des chercheurs. En fait, c'est devenu facile de poursuivre les chercheurs en invoquant la soi-disant non-conformité à l'éthique de la recherche. Je mets éthique entre guillemets parce que dans certains cas, c'est du délire, mais parfois, on invoque à tort ou à raison de soi-disant défectuosité dans la méthodologie, tant et si bien qu'on assiste à un phénomène de judiciarisation des contrôles de la recherche au profit de ceux qui ont les moyens de saisir les tribunaux pour attaquer les chercheurs. Et ce n'est pas uniquement un fantasme. Prenons quelques exemples des années récentes. Un exemple très connu, le livre Noir Canada, qui a été publié il y a quelques années et qui a fait l'objet de recours judiciaires faramineux de plusieurs millions de dollars par des grandes sociétés minières canadiennes. Et ça s'est soldé par le retrait du livre de la vente, finalement. Le public a été privé de cette recherche. Ce n'était pas une recherche universitaire, c'était une recherche qui était menée par un universitaire, mais qui n'était pas employé de l'université. Et c'est probablement, d'ailleurs, une explication pour laquelle ce livre a finalement été retiré de la vente. Néanmoins, mais même au sein de l'université, on est souvent témoin de menaces ou de mises en demeure. Il y a une de mes collègues à la Faculté de droit de l'Université de Montréal qui s'est vue servir des mises en demeure parce qu'elle avait publié un rapport de recherche sur les pratiques de certaines entreprises exploitant des résidences pour personnes âgées. Certaines de ces entreprises n'étaient pas heureuses de ces constats ou de ces conclusions et l'ont menacé de la poursuivre. Elle fait partie d'un métier où les menaces de poursuite impressionnent moins, mais on connaît aussi d'autres chercheurs dans d'autres secteurs des universités qui sont menacés souvent par des menaces, par des mises en demeure ou d'autres menaces de poursuite. Tant et si bien que, plus que jamais, il est nécessaire de protéger et de renforcer les clauses du type de celles que mentionnait M. Portuguet, c'est-à-dire ces clauses qui protègent les professeurs
et qui font en sorte que les universités, les institutions universitaires s'engagent à les défendre, à prendre fait et cause s'ils sont menacés dans l'exercice légitime de leur fonction de recherche, leur fonction universitaire. C'est donc pas une parure inutile, c'est au contraire devenu une condition presque essentielle pour véritablement pouvoir mener des recherches qui sont autre chose que du ronronnement là, en faveur des commanditaires. Et donc, justement, si ce livre Noir Canada avait été publié dans un contexte universitaire, peut-être que les minières se seraient heurtées, les sociétés minières se seraient heurtées à une entité qui est capable de leur tenir tête, ce qui n'était pas le cas dans ce cas-ci. Il s'agissait d'un chercheur indépendant et d'une maison d'édition avec peu de moyens. Deuxième volet de mon intervention, de mes remarques, c'est les blocages qui résultent des systèmes, des rigidités qui caractérisent parfois le système de diffusion des connaissances ou des résultats de la recherche. Bien sûr, dans certaines disciplines, les comités de lecture sont souvent un facteur de conservatisme, un facteur de conformisme. C'est souvent plus difficile de convaincre un comité de lecture de publier des travaux à caractère plus innovateur. Domination, comme ça a été souligné, des grands éditeurs et de leurs pratiques monopolistiques, tant et si bien que les fonds de recherche ou les fonds publics payent 3 fois la diffusion de la science. Et c'est assez étonnant que tous ceux qui, dans les officines gouvernementales, s'inquiètent des coûts grandissants de l'université, ne se soient pas intéressés à ce volet, à ces pratiques particulièrement coûteuses par lesquelles les chercheurs payent pour être publiés, ils payent pour être évalués, puis ils payent ensuite pour lire. On dirait que personne semble s'être intéressé à ça. Par contre, on semble avoir dans la mire beaucoup d'autres soi-disant secteurs de gras dans les universités. Peu d'enthousiasme pour les modes contemporains de diffusion. Les comités de pairs tendent souvent à maintenir des approches qui consistent à dire que les modes contemporains de diffusion sont des modes mineurs de diffusion, et donc, par conséquent, plusieurs de nos jeunes collègues sont extrêmement inquiets lorsque... et peuvent, à juste titre, avoir des raisons de craindre d'utiliser ou de publier leurs travaux dans ces nouveaux modes de diffusion. On a parlé des blogs, on a parlé des sites, des carnets de recherche. Bref, ces nouvelles façons innovatrices d'assurer précisément ce dialogue que l'on appelle tant de nos voeux entre la population ou les populations intéressées et les chercheurs, on a l'impression parfois que le système d'évaluation de la recherche joue contre le développement de ces mécanismes-là. Bien sûr, dernière remarque, la sous-valorisation des activités de vulgarisation, ce dialogue avec les gens ordinaires, ça n'intéresse personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un à l'égard duquel ça a pu faire la différence lorsque vient le temps de décider d'une promotion. Tant et si bien qu'il ne faut pas se plaindre si le public ne sait pas ce qu'on fait comme universitaire. C'est parce que dès l'entrée dans l'université, on se fait dire qu'il ne faut surtout pas parler au public et par conséquent, il faut parler à ceux qui évaluent pour des revues avec 4 ou 5 lecteurs. Et 4 ou 5 lecteurs une fois publiés, j'entends. Il y en a 5 ou 6 pour l'évaluer, donc ça fait 11 au total. Mais alors, il ne faut pas alors s'étonner que le public ne sache pas ce que l'on fait, dans la mesure où on persiste très souvent, trop souvent malheureusement, à maintenir des mécanismes d'évaluation de ce que nous faisons qui nous isolent finalement de ce dialogue avec nos semblables, avec les gens du grand public qui pourraient être intéressés. Voilà pour mes remarques, Monsieur le Président.